Imagine un instant que tu poses ton téléphone, que tu fermes les yeux et que tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Juste là, maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, une légère tension dans les épaules, une pensée qui revient sans qu'on l'ait invitée, une petite agitation presque imperceptible qui tourne quelque part dans ta poitrine? Si tu réponds oui, même timidement, alors ce que nous allons explorer aujourd'hui te concerne profondément. Je suis Christophe André et depuis des années, j'accompagne des personnes dans leur chemin vers plus de sérénité, plus de présence, plus de liberté intérieure. Et l'une des questions que l'on me pose le plus souvent dans les consultations, dans les conférences, dans les lettres que je reçois, c'est celle-ci: pourquoi est-ce que je réagis autant? Pourquoi est-ce qu'un mot suffit à me blesser? Pourquoi est-ce qu'un regard me déstabilise? Pourquoi est-ce que je passe ma journée à répondre à des sollicitations, à des peurs, à des tensions comme si j'étais une corde de guitare qu'on n'arrête jamais de pincer? C'est une question belle en réalité, parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel, une soif de calme, une aspiration à ne plus être constamment secoué par la vie. Et je veux te dire dès maintenant avec beaucoup de douceur que cette aspiration est légitime, elle est humaine et surtout elle est atteignable. Mais voilà ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, ne pas simplement te donner des techniques pour te calmer, parce que les techniques seules ne suffisent pas. Ce que je veux faire avec toi, c'est aller un peu plus loin. Je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi tu réagis, ce que ces réactions révèlent de qui tu es, et comment, à partir de cette compréhension, tu peux commencer à construire une relation différente avec toi-même, avec les autres, avec la vie. Parce que le calme, le vrai calme, celui qui tient, même quand tout s'agite autour de toi, ce n'est pas l'absence d'émotion, ce n'est pas devenir insensible, ce n'est pas une sorte d'indifférence froide que certains confondent parfois avec la sagesse. Non, le calme dont je veux te parler, c'est quelque chose de vivant, de chaleureux, de profondément ancré. C'est une présence à soi-même qui permet de traverser les tempêtes sans se perdre. Alors installe-toi confortablement, laisse tes épaules descendre un peu et accompagne-moi dans cette exploration. Commençons par quelque chose de fondamental. Quelque chose que l'on oublie souvent parce qu'on est tellement habitué à vivre dans le bruit que l'on ne se pose plus la question: qu'est-ce que réagir exactement? Quand je parle de réactivité, je ne parle de réactivité, je ne parle pas seulement des grandes explosions de colère ou des crises d'angoisse visibles. Je parle aussi de toutes les petites réactions quotidiennes. Ce moment où quelqu'un dit quelque chose d'un ton légèrement sec et tu te fermes immédiatement. Ce moment où tu lis un message sur ton téléphone et ton estomac se contracte. Ce moment où tu es dans une réunion et quelqu'un remet en question ton travail et tu sens une vague de chaleur monter dans ton visage. Ce moment où tu rentres chez toi fatigué et que le moindre bruit te semble insupportable, toutes ces petites réactions, elles font partie de ce que les psychologues appellent la réactivité émotionnelle. Et au début, on compensait par l'âtre. Voilà pourquoi il est si important de commencer par là, parce que beaucoup de personnes qui souffrent de leur réactivité se jugent. Elles se disent: «Je suis trop sensible, je suis trop émotif, je manque de maîtrise». Et ce jugement, ce regard sévère qu'elles portent sur elles-mêmes, aggrave souvent la situation. Il ajoute une couche de honte à la réaction initiale. Et la honte, comme je l'ai observé dans de nombreuses années de pratique clinique, est l'une des émotions les plus paralysantes qui soient. Alors, je veux te dire quelque chose d'important. Ta réactivité n'est pas un défaut de caractère, c'est une réponse. Et comme toute réponse, elle a une logique, une histoire, une raison d'être. Notre cerveau a été conçu au fil de l'évolution pour détecter les menaces, pour réagir vite, pour nous protéger
Cette partie du cerveau que l'on appelle l'amygdale, qui est un peu comme notre système d'alarme interne, elle ne fait pas la différence entre un tigre qui nous charge et un email agressif de notre supérieur. Pour elle, c'est une menace et elle déclenche une réponse immédiatement. Avant même que notre cortex préfrontal, cette partie plus réfléchie de notre cerveau, ait eu le temps d'analyser la situation. C'est ce que l'on appelle parfois le détournement émotionnel. L'émotion prend les commandes avant que la raison ait pu intervenir. Et c'est tout à fait normal. C'est même, dans certaines situations, une fonction vitale. Le problème, c'est quand ce système d'alarme est réglé trop sensiblement, quand il se déclenche pour des situations qui ne représentent pas de vraies menaces, quand il nous fait réagir de façon disproportionnée à des événements de la vie quotidienne. Et là, on entre dans quelque chose de très intéressant, parce que ce réglage trop sensible, il n'est pas aléatoire. Il nous parle de nous, il nous raconte notre histoire. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un, appelons-le Thomas. Thomas a grandi dans un foyer où l'approbation des parents était rare, où il fallait mériter l'amour, où une erreur était souvent suivie d'une remarque blessante. Thomas a appris très tôt que ne pas être à la hauteur était dangereux, que la critique signifiait le rejet, et son cerveau, très intelligent, a enregistré cette information. Il a calibré son système d'alarme en conséquence. Aujourd'hui, Thomas a 40 ans. Il est dans une réunion de travail. Son chef fait une remarque sur un dossier qu'il a préparé. La remarque est formulée calmement, presque bienveillamment. Et Thomas, lui, ressent une pointe de panique, une envie de se justifier, de se défendre, ou au contraire de disparaître. Sa réaction est disproportionnée par rapport à la situation réelle, mais elle est parfaitement proportionnée à la situation intérieure qu'il vit, à la blessure ancienne qui s'est réactivée. Voilà ce que révèle la réactivité. Elle nous montre nos zones sensibles, nos blessures non cicatrisées, nos croyances profondes sur nous-mêmes et sur le monde. Et c'est pour ça que je dis toujours, avant de vouloir arrêter de réagir, il faut d'abord comprendre pourquoi on réagit. Parce que la compréhension, c'est déjà une forme de liberté. Mais ne nous arrêtons pas là. Parce que la compréhension intellectuelle, bien qu'utile, ne suffit pas toujours. On peut très bien comprendre d'où vient une réaction et continuer à la vivre avec la même intensité. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de plus profond, une transformation de notre relation à nos propres émotions. Et c'est ici que j'aimerais introduire un concept qui m'est cher et qui est au cœur de beaucoup de mes travaux, la pleine conscience, ou ce que l'on appelle parfois la présence attentive. Je sais que ce mot est devenu très à la mode ces dernières années. Et parfois, justement parce qu'il est partout, on ne sait plus très bien ce qu'il signifie vraiment. Alors laisse-moi te l'expliquer simplement avec mes propres mots. La pleine conscience, c'est la capacité à observer ce qui se passe en soi et autour de soi sans immédiatement le juger, le fuir ou s'y accrocher. C'est une forme de présence tranquille à l'expérience du moment. Une sorte de témoin intérieur, bienveillant et stable, qui regarde passer les pensées et les émotions comme on regarde passer des nuages dans le ciel. Et je voudrais m'arrêter un instant sur cette image des nuages, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. Quand tu es dehors et que tu regardes le ciel, les nuages passent. Certains sont légers et blancs, d'autres sont sombres et menaçants, certains avancent lentement, d'autres filent à toute vitesse, mais toi, tu restes là. Le ciel, lui, ne bouge pas. Il accueille tout sans être emporté par rien. C'est exactement ça, le calme dont je te parle. Ce n'est pas un ciel sans nuages, c'est un ciel qui sait qu'il peut accueillir tous les nuages, parce qu'il sait qu'ils passent. Quand on est très réactif, on a souvent oublié qu'on est le ciel. On croit qu'on est le nuage. On s'identifie tellement à l'émotion qu'on pense qu'on est cette émotion. Je suis en colère devient je suis la colère. J'ai peur devient je suis la peur. Et là, on perd tout recul. On est dedans, complètement. La pleine conscience, c'est l'art de se souvenir qu'on est le ciel.
qu'on peut observer l'émotion sans en être prisonnier. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer cette exploration ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans ta connaissance de toi-même. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose que j'observe très fréquemment dans ma pratique, quelque chose qui alimente la réactivité de façon invisible, presque sournoise. C'est ce que j'appelle l'hypervigilance émotionnelle. L'hypervigilance, c'est un état dans lequel notre système nerveux est constamment en alerte, constamment en train de scanner l'environnement pour détecter une menace potentielle. Et le problème, c'est que quand on est en hypervigilance, on trouve des menaces partout, même là où il n'y en a pas. Je pense à une patiente que j'ai suivie il y a quelques années, une femme extraordinairement intelligente, sensible, créative. Elle avait une capacité remarquable à lire les émotions des autres. Elle sentait les tensions dans une pièce avant même que quiconque ait prononcé un mot. Elle percevait les sous-entendus dans les conversations. Elle était, comme on dit, très fine, mais cette finesse, qui était aussi une grande richesse, lui coûtait énormément d'énergie, parce qu'elle ne pouvait jamais vraiment se détendre. Elle était toujours en train de surveiller, toujours en train d'analyser, toujours en train d'anticiper. Et quand quelque chose ne correspondait pas à ses attentes, quand quelqu'un avait un comportement qu'elle n'avait pas prévu, elle réagissait avec une intensité qui la surprenait elle-même. En travaillant ensemble, nous avons découvert que cette hypervigilance avait une origine. Elle avait grandi dans un environnement imprévisible, un parent dont les humeurs changeaient sans prévenir, des moments de grande douceur suivis de moments de grande tension. Et pour survivre émotionnellement à cette imprévisibilité, elle avait développé un radar extraordinairement sensible. Elle avait appris à anticiper pour se protéger. Ce radar l'avait protégée enfant, mais adulte, dans des situations qui n'étaient plus dangereuses, il continuait à fonctionner à plein régime et il l'épuisait. Ce que nous avons travaillé ensemble, c'est quelque chose que j'appelle la rééducation de l'attention. Apprendre à diriger son attention de façon intentionnelle plutôt que de la laisser être attirée automatiquement par tout ce qui ressemble à une menace. Parce que voilà quelque chose de fondamental que beaucoup de gens ignorent. Attention est éducable. On peut apprendre à choisir où on la dirige. Et ce choix, ce tout petit choix quotidien, a des effets considérables sur notre niveau de réactivité. Quand on apprend à poser son attention sur ce qui est stable, sur ce qui est sécurisant, sur ce qui est nourrissant, on commence à rééquilibrer le système. On donne à notre cerveau des informations différentes. On lui dit, regarde, là, maintenant, il n'y a pas de danger. Et progressivement, le système d'alarme se recalibre. Mais je veux être honnête avec toi, ce n'est pas un processus rapide. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine avec une application sur son téléphone. C'est un travail, un vrai travail, qui demande de la régularité, de la patience et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Et c'est justement ce point, la bienveillance envers soi-même, que j'aimerais approfondir maintenant, parce que c'est peut-être le facteur le plus important et le plus souvent négligé dans le chemin vers le calme. Dans notre culture, on est souvent très sévère avec nous-mêmes. On a intégré l'idée que se critiquer, se mettre la pression, se juger sévèrement, c'est une façon d'être sérieux, d'être rigoureux, de progresser. Il y a cette croyance implicite que si on est trop doux avec soi-même, on va s'effondrer dans la médiocrité, que la sévérité est nécessaire pour avancer, mais les recherches en psychologie nous disent quelque chose de très différent. Elles nous montrent que l'autocompassion, c'est-à-dire le fait de se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à un ami cher, est associé à une plus grande résilience, à moins d'anxiété, à moins de dépression et paradoxalement à une plus grande motivation et à de meilleures performances. Pourquoi? Parce que quand on se juge sévèrement, on active un état de menace dans notre système nerveux.
Et dans un état de menace, on est sur la défensive, on est rigide. On ne peut pas apprendre facilement, on ne peut pas s'ouvrir, on réagit. En revanche, quand on se traite avec bienveillance, on active un état de sécurité et dans un état de sécurité, on peut s'ouvrir, on peut apprendre, on peut évoluer, on peut répondre plutôt que réagir. Tu vois la différence entre réagir et répondre? C'est une distinction qui me semble capitale. Réagir, c'est automatique, c'est réflexe, c'est le passé qui prend les commandes. Répondre, c'est conscient, c'est choisi. C'est le présent qui prend les commandes et l'espace entre le stimulus et la réponse, cet espace minuscule mais précieux, c'est là que réside notre liberté. C'est là que tout se joue. Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a écrit des pages d'une profondeur bouleversante sur la liberté intérieure, disait quelque chose de magnifique. Il disait, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse et dans notre réponse résidant notre croissance et notre liberté. Ces mots m'ont accompagné pendant des années parce qu'ils disent quelque chose d'essentiel sur la condition humaine, même dans les situations les plus difficiles, les plus douloureuses, il y a toujours cet espace, toujours cette possibilité de choisir. Bien sûr, cet espace est parfois infiniment petit. Parfois, il semble inexistant, surtout quand on est épuisé, quand on est sous pression, quand on est blessé, mais il est là. Et le travail que nous faisons à travers la pleine conscience, à travers la bienveillance envers soi-même, à travers la compréhension de nos réactions, c'est d'élargir cet espace, de le rendre plus accessible, de pouvoir y entrer plus facilement, plus souvent. Si ce que tu entends résonne en toi, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de continuer à recevoir ces réflexions qui, je l'espère, t'accompagnent dans ton quotidien. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, parce que je ne veux pas que cette conversation reste dans les sphères abstraites de la psychologie. Je veux qu'elle touche ta vie réelle, tes matins, tes soirées, tes conversations, tes moments de tension. L'une des situations les plus fréquentes dans lesquelles les gens me disent avoir du mal à ne pas réagir, c'est le conflit interpersonnel. Quand quelqu'un nous critique, quand quelqu'un élève la voix, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous blesse, dans ces moments-là, notre système nerveux s'emballe, le cœur s'accélère, la respiration devient plus rapide et plus superficielle. La respiration devient plus rapide et plus superficielle. Les muscles se contractent et on a envie soit d'attaquer, soit de fuir, soit de se figer. C'est ce que les biologistes appellent la réponse de combat, de fuite ou de figement. Et c'est une réponse archaïque, gravée dans notre biologie depuis des millions d'années. Le problème, c'est que dans une conversation avec un collègue ou avec notre partenaire, aucune de ces trois options n'est vraiment adaptée. Attaquer aggrave le conflit. Fuir le laisse en suspens, se figer nous coupe de la communication. Alors que peut-on faire? La première chose, et c'est peut-être la plus difficile, c'est de reconnaître ce qui se passe en soi avant d'agir. Pas après, avant. C'est ce que j'appelle la pause consciente. Et c'est une compétence qui s'apprend, qui se pratique, qui se développe avec le temps. La pause consciente, c'est ce tout petit moment où, au lieu de laisser la réaction automatique prendre le dessus, tu te dis « je remarque que je suis en train de réagir. Je remarque que mon cœur s'accélère. Je remarque que j'ai envie de dire quelque chose de blessant ou de me fermer ou de partir. » Et juste le fait de remarquer, juste le fait de nommer ce qui se passe, change quelque chose. Les neurosciences nous ont montré quelque chose de fascinant à ce sujet. Quand on nomme une émotion, quand on la met en mots, l'activité de l'amygdale, notre système d'alarme, diminue. Simplement parce qu'on a fait intervenir le cortex préfrontal, la partie réfléchie du cerveau. Nommer l'émotion, c'est déjà commencer à la réguler. Alors la prochaine fois que tu seras dans une situation tendue, essaie ceci. Prends une respiration, juste une profonde, et dis-toi intérieurement, je remarque que je suis en colère, ou je remarque que j'ai peur, ou je remarque que je me sens blessé,
sans jugement, sans analyse, juste une observation simple et honnête. Et tu verras, avec de la pratique, que cet espace dont parlait Frank Lell commence à s'élargir, que tu as un peu plus de temps avant de réagir, que tu peux choisir comment répondre. Mais je veux aller encore plus loin, parce que la pause consciente, aussi précieuse soit-elle, ne résout pas tout. Il y a une dimension plus profonde à explorer. Pourquoi est-ce que certaines situations nous affectent tellement plus que d'autres? Et pourquoi est-ce que certains mots, certains tons de voix, certains comportements nous touchent dans un endroit qui fait vraiment mal? La réponse se trouve souvent dans ce que les psychologues appellent les schémas précoces inadaptés. C'est un terme un peu technique, je l'admets, mais l'idée derrière est simple et profonde. Dès notre plus jeune âge, nous développons des croyances fondamentales sur nous-mêmes et sur le monde. Ces croyances se forment à partir de nos expériences précoces, de nos interactions avec nos parents et nos proches, de ce que nous avons vécu dans notre enfance. Et ces croyances deviennent comme des lunettes à travers lesquelles nous interprétons tout ce qui nous arrive. Si, enfant, tu as souvent entendu que tu n'étais pas assez bien, que tu décevais, que tu n'étais pas à la hauteur, tu as peut-être développé une croyance profonde d'inadéquation. Et cette croyance, elle filtre ton expérience adulte. Elle te fait interpréter un regard neutre comme un regard désapprobateur. Elle te fait entendre une critique constructive comme une condamnation. Elle te fait réagir avec une intensité qui semble disproportionnée à la situation présente, mais qui est parfaitement proportionnée à la blessure ancienne qu'elle a réactivée. Je pense à un homme que j'ai accompagné pendant plusieurs mois. Appelons-le Marc. Marc était un entrepreneur brillant, reconnu dans son domaine, mais il souffrait terriblement de sa réactivité dans les relations professionnelles. Chaque fois qu'un partenaire ou un collaborateur remettait en question une de ses décisions, il ressentait une rage qui lui semblait incontrôlable. Il le vivait comme une attaque personnelle, comme si son existence même était menacée. En explorant son histoire, nous avons découvert qu'il avait grandi avec un père très autoritaire qui exigeait la perfection et qui ne laissait aucune place à l'erreur ou au questionnement. Contester l'autorité de son père était dangereux. Cela entraînait des punitions, du mépris, du rejet. Marc avait appris que être remis en question signifiait être en danger. Et son système nerveux, fidèle à cette leçon apprise dans l'enfance, continuait à déclencher l'alarme chaque fois qu'une situation ressemblait, même de loin, à cette dynamique ancienne. Le travail avec Marc a consisté, entre autres, à lui apprendre à distinguer le passé du présent, à reconnaître, dans ces moments de réactivité intense, là, maintenant, je ne suis plus l'enfant face à son père. Je suis un adulte dans une situation professionnelle et je peux choisir comment je réponds. Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail profondément libérateur parce qu'il nous rend notre propre histoire. Il nous permet de comprendre d'où on vient pour choisir où on va. Faisons une petite pause ici pour respirer. Si tu écoutes depuis un moment, prends un instant pour toi. Pose une main sur ton cœur. Sens le contact de ta main sur ta poitrine et rappelle-toi que tout ce que tu vis, toute ta réactivité, toutes tes blessures, elles font partie de ton histoire et ton histoire, elle est précieuse, elle t'a construit. Si ce voyage intérieur te touche, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. Cela m'aide à continuer à créer ce type de contenu et cela permet à d'autres personnes qui en ont besoin de le trouver. Parlons maintenant d'une dimension que l'on oublie souvent quand on parle de calme et de réactivité, le corps. Nous vivons dans une culture très cérébrale. Nous valorisons la pensée, l'analyse, le raisonnement, et nous avons tendance à oublier que nous ne sommes pas seulement un cerveau dans un bocal, nous sommes des êtres incarnés. Nos émotions ne se passent pas seulement dans notre tête, elles se passent dans notre corps. La peur, c'est aussi des jambes qui tremblent. La colère, c'est aussi une chaleur dans la poitrine. La tristesse, c'est aussi un poids dans les épaules. L'anxiété, c'est aussi un estomac noué.
Et voilà quelque chose d'important. Si on veut travailler sur sa réactivité, on doit travailler avec le corps, pas seulement avec la tête. La respiration, par exemple, est l'un des outils les plus puissants que nous ayons à notre disposition et c'est aussi l'un des plus accessibles. On l'a toujours avec nous. On n'a pas besoin d'une application, d'un thérapeute, d'un livre, juste notre souffle. Voilà pourquoi la respiration est si puissante. Notre système nerveux autonome, celui qui régule nos réponses de stress, est en grande partie automatique. On ne contrôle pas consciemment notre rythme cardiaque, notre pression artérielle, notre digestion, mais la respiration, est à la fois automatique et volontaire. On peut la contrôler consciemment et en la contrôlant, on peut influencer tout le reste du système nerveux. Quand on ralentit sa respiration, quand on allonge l'expiration, on active le système nerveux parasympathique, celui que l'on appelle parfois le système de repos et de digestion. Et cela envoie un signal très puissant au cerveau, il n'y a pas de danger. Tu peux te détendre. Il y a une technique très simple que j'utilise souvent et que j'enseigne à beaucoup de mes patients. C'est ce qu'on appelle la respiration cohérente. Elle consiste à inspirer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 5 secondes. Régulièrement, sans forcer, juste ce rythme doux et régulier. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'inspiration. Pendant quelques minutes, et l'effet sur le système nerveux est remarquable. On sort de l'état d'alerte, on retrouve un état de calme relatif, pas parfait, pas absolu, mais suffisant pour retrouver un peu d'espace intérieur. Je t'encourage vraiment à essayer cela. Pas dans les moments de crise d'abord, parce que quand on est en pleine réaction émotionnelle, il est difficile de se souvenir de quoi que ce soit. Mais dans des moments calmes, régulièrement, comme un entraînement, comme on ferait de la musculation pour des muscles que l'on veut renforcer, parce que c'est exactement ça. La régulation émotionnelle est une compétence, et comme toute compétence, elle se développe par la pratique régulière. On n'apprend pas à jouer du piano en s'asseyant au clavier une fois par mois lors d'une crise. On apprend en pratiquant chaque jour, même un peu, même imparfaitement. Il y a une autre dimension corporelle que j'aimerais aborder et qui est souvent sous-estimée, c'est le mouvement, l'activité physique. Quand notre système nerveux est activé, quand on est en état de stress, ou de réactivité, notre corps produit des hormones de stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones ont une fonction, nous préparer à l'action, à courir, à nous battre. Et si on ne fait pas cette action, si on reste assis à ruminer, ces hormones restent dans notre système. Elles maintiennent un état d'activation. Le mouvement permet de les métaboliser. Une marche rapide, une course, de la danse, du yoga, n'importe quelle forme de mouvement aide le corps à traiter ce surplus d'énergie de stress. Et après l'effort, il y a souvent une sensation de détente, de clarté, de calme qui est bien réelle, bien physiologique. Je ne dis pas que l'exercice résout tout, mais je dis qu'il est un allié précieux dans le travail sur la réactivité, qu'il est souvent négligé parce qu'on cherche des solutions dans la tête alors qu'une partie de la solution se trouve dans le corps. Continuons notre exploration. Je voudrais maintenant parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Quelque chose qui est au croisement de la psychologie, de la philosophie et de ce que j'appellerais la sagesse de vie. C'est la question de l'attachement aux résultats. Une grande partie de notre réactivité vient de notre attachement à ce que les choses soient d'une certaine façon. Nous avons des attentes conscientes ou non sur comment les situations devraient se dérouler, comment les gens devraient se comporter, comment nous devrions nous sentir. Et quand la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous souffrons. Nous réagissons. Les philosophes stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient une formule magnifique pour parler de cela. Ils distinguaient ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et il disait que la sagesse consiste à consacrer son énergie à ce qui dépend de nous et à accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous,
C'est notre façon de penser, nos choix, nos actions, nos attitudes intérieures. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le comportement des autres, les événements extérieurs, les circonstances de la vie. Et voilà quelque chose d'intéressant. Beaucoup de notre réactivité vient du fait que nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Nous voulons que les autres se comportent comme nous le souhaitons. Nous voulons que les situations se déroulent comme nous l'avons prévu. Et quand ce n'est pas le cas, nous réagissons avec frustration, avec colère, avec anxiété. Je ne dis pas que c'est simple de lâcher ce contrôle. Je ne dis pas que c'est facile d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. C'est l'un des travaux les plus profonds de la vie humaine. Mais je dis que c'est possible et que chaque fois qu'on y arrive, même partiellement, même imparfaitement, on gagne en liberté. Il y a une image que j'utilise souvent avec mes patients, l'image du roseau dans le vent. Le roseau ne résiste pas au vent, il se courbe, il plie, et c'est précisément parce qu'il plie qu'il ne se casse pas. Sa flexibilité et sa force. Nous pouvons apprendre à être comme le roseau, à nous laisser toucher par la vie, à être affectés, émus, remués, sans pour autant nous briser, sans perdre notre ancrage, sans perdre notre centre. Et cet ancrage, ce centre, c'est ce que nous construisons à travers tout ce travail dont nous parlons aujourd'hui, à travers la pleine conscience, à travers la bienveillance envers soi-même, à travers la compréhension de nos réactions, à travers le travail avec le corps, à travers l'acceptation de ce qui est. Si tu veux continuer à recevoir ces réflexions qui, je l'espère, t'accompagnent dans ta vie quotidienne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon simple et belle de contribuer à diffuser un peu plus de calme dans le monde. J'aimerais maintenant parler d'une réalité que je rencontre très souvent et qui est intimement liée à la réactivité. C'est la rumination. La rumination, c'est cette tendance à ressasser les mêmes pensées encore et encore, à rejouer dans sa tête une conversation qui s'est mal passée, à anticiper avec anxiété une situation difficile, à analyser sans fin un événement passé pour comprendre ce qu'on aurait dû faire différemment. La rumination est l'une des formes les plus courantes de souffrance psychologique et elle entretient la réactivité de façon circulaire. On réagit à quelque chose et puis on ruminait sur sa réaction. Et cette rumination nous rend encore plus sensibles et encore plus réactifs. Pourquoi ruminait-on ? Parce que notre cerveau est une formidable machine à résoudre des problèmes. Et quand il détecte un problème non résolu, il y revient encore et encore, en cherchant une solution. Le problème, c'est que certains problèmes ne sont pas résolubles par la pensée seule. Certaines douleurs ne peuvent pas être pensées. Elles doivent être ressenties, acceptées, traversées. Et la rumination, justement, est souvent une façon d'éviter de vraiment ressentir. On pense sur l'émotion pour ne pas avoir à la vivre. Et ce faisant, on reste coincé dans une boucle qui ne mène nulle part. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la rumination ? La première chose, c'est de la reconnaître, de la nommer, de se dire « là, je suis en train de ruminer, ah bah, jugement, juste avec observation, je remarque que ma pensée tourne en rond. » Ensuite, on peut essayer de rediriger son attention, pas pour fuir l'émotion, mais pour sortir de la boucle de pensée. On peut revenir au corps, sentir ses pieds sur le sol, sentir sa respiration, regarder quelque chose dans la pièce avec une attention sincère. Ces petits gestes d'ancrage dans le présent interrompent la boucle de rumination. Et puis, il y a quelque chose de plus profond. C'est d'apprendre à se poser une question différente face à une situation difficile. Pas la question « pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ?» qui est une question qui peut nous maintenir dans une posture de victime, dans une recherche sans fin d'explications, mais plutôt la question « qu'est-ce que cette situation me demande ?» Qu'est-ce qu'elle m'invite à apprendre, à changer, à accepter ? Ce changement de question change tout. Parce qu'il nous replace dans une posture active, créative, orientée vers l'avenir. Il nous sort de la rumination pour nous mettre en mouvement.
Je pense à une phrase que j'aime beaucoup et qui vient de la tradition bouddhiste. Elle dit que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance supplémentaire est optionnelle. La douleur fait partie de la vie. La perte, l'échec, la déception, la maladie, le deuil, ce sont des réalités que nous ne pouvons pas éviter. Mais la souffrance supplémentaire que nous ajoutons à travers la rumination, le jugement, la résistance, l'autocritique, elle, en partie entre nos mains. Et c'est une pensée qui peut être à la fois libératrice et exigeante. Libératrice parce qu'elle nous dit que nous avons du pouvoir. Exigeante parce qu'elle nous demande de prendre ce pouvoir, de l'exercer, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, je voudrais maintenant aborder un aspect que l'on néglige souvent dans les conversations sur la réactivité. C'est la dimension relationnelle, parce que nous ne réagissons pas dans le vide, nous réagissons dans des relations. Et nos relations ont une influence considérable sur notre niveau de réactivité. Les recherches sur l'attachement qui ont débuté avec les travaux magnifiques de John Bowlby et Marianne Wars nous ont montré quelque chose de fondamental. La façon dont nous nous sommes attachés à nos premières figures de soins, généralement nos parents, à créer des modèles internes de relations, des façons d'être en lien qui deviennent nos modes par défaut dans toutes nos relations futures. Si on a eu des parents disponibles, sensibles, cohérents, on a probablement développé ce que l'on appelle un attachement sécure. On a appris que les relations sont sûres, que l'on peut compter sur les autres, que ses propres émotions sont acceptables et gérables. Si, en revanche, on a eu des parents imprévisibles, absents ou intrusifs, on a peut-être développé un attachement insécure. Et cet attachement insécure se manifeste souvent par une plus grande réactivité dans les relations, une sensibilité accrue au rejet, à l'abandon, à la critique. Mais voilà ce que j'aime dans les recherches sur l'attachement. Elles nous montrent aussi que l'attachement peut évoluer, qu'il n'est pas fixé une fois pour toutes, que des relations sécurisantes à l'âge adulte peuvent progressivement modifier nos modèles internes, que la thérapie, l'amitié profonde, une relation amoureuse saine peuvent nous offrir des expériences correctrices qui réparent, au moins en partie, les blessures d'attachement. Et c'est une nouvelle d'espoir parce que cela signifie que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, que nous pouvons changer, que nous pouvons guérir. Pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment pour vivre mieux, pour souffrir moins, pour aimer plus librement. Il y a une pratique que je recommande souvent et qui peut sembler très simple, mais qui a des effets profonds sur la réactivité relationnelle. C'est la pratique de la bienveillance aimante que l'on appelle aussi Metta en pali, la langue dans laquelle enseignait le Bouddha. C'est une pratique de méditation qui consiste à envoyer des vœux de bonheur et de bien-être à différentes personnes. D'abord à soi-même, ensuite à des personnes que l'on aime, ensuite à des personnes neutres, et enfin, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, à des personnes avec qui on a des difficultés. Je sais que cela peut sembler étrange, voire impossible, envoyer des vœux de bonheur à quelqu'un qui nous a blessés, à quelqu'un qui nous irrite profondément. Mais voilà ce que cette pratique fait. Elle ne nous demande pas d'approuver le comportement de l'autre. Elle ne nous demande pas d'oublier ou de minimiser ce qu'on a vécu. Elle nous invite simplement à voir l'autre comme un être humain avec ses propres souffrances, ses propres peurs, ses propres blessures, et à lui souhaiter de loin, sans rien changer à notre relation, d'être libre de sa souffrance. Et ce qui se passe, c'est que cette pratique transforme quelque chose en nous. Elle dessert le nœud de la ressentiment. Elle ouvre un espace. Et dans cet espace, notre réactivité à cette personne, à cette situation commence à diminuer. Prenons encore un moment pour respirer. Tu as parcouru un beau chemin dans cette conversation et je veux te dire quelque chose. Le fait que tu sois là, que tu écoutes, que tu cherches à mieux te comprendre, c'est déjà un acte courageux parce que se regarder en face, explorer ses réactions, c'est un acte de courage et tu le fais
Si ce contenu t'accompagne, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a touché, ce qui a résonné en toi. Ces échanges m'enrichissent autant qu'ils vous enrichissent, j'en suis convaincu. Approchons-nous maintenant de la fin de cette exploration et j'aimerais te parler de quelque chose qui synthétise beaucoup de ce dont nous avons parlé. C'est la question de l'identité. Au fond, beaucoup de notre réactivité vient d'une question d'identité. Quand quelqu'un nous critique, pourquoi réagissons-nous si fort? Souvent parce que nous percevons cette critique comme une menace à notre identité, comme si elle disait quelque chose de fondamental sur qui nous sommes, comme si elle remettait en question notre valeur en tant que personne, et c'est là que réside l'une des grandes illusions de la souffrance humaine. Nous confondons ce que nous faisons avec ce que nous sommes. Nous confondons nos erreurs avec notre valeur. Nous confondons nos émotions avec notre identité. Je suis en colère ne veut pas dire je suis la colère. J'ai fait une erreur ne veut pas dire je suis une erreur. Je me sens seul ne veut pas dire je suis condamné à la solitude. Ces distinctions peuvent sembler subtiles, mais elles ont des effets considérables sur notre façon de vivre. Quand on commence à se percevoir non pas comme un ensemble figé de traits et de défauts, mais comme un être en mouvement, en évolution, capable de changer, capable d'apprendre, capable de se transformer, quelque chose se libère. Les psychologues parlent de ce qu'ils appellent l'état d'esprit de croissance, le growth mindset, pour reprendre le terme de la chercheuse Carol Dweck. C'est la croyance que nos capacités, notre intelligence, notre caractère ne sont pas fixés, mais peuvent se développer avec l'effort et l'apprentissage. Et cette croyance est associée à une plus grande résilience, à moins d'anxiété face à l'échec et à une plus grande ouverture à l'expérience. Parce que si je crois que je suis fondamentalement quelqu'un d'anxieux, quelqu'un d'irritable, quelqu'un d'hypersensible, et que c'est ainsi que je suis, et que ça ne changera pas, alors chaque fois que je réagis de façon intense, cela confirme cette croyance et cette confirmation renforce la croyance. C'est un cercle vicieux, mais si je commence à me dire je suis quelqu'un qui réagit parfois de façon intense et je suis en train d'apprendre à élargir l'espace entre le stimulus et la réponse, alors chaque petit progrès devient une confirmation d'une nouvelle croyance, d'une croyance de croissance, de possibilité, de changement, et c'est un cercle vertueux. Je voudrais aussi te parler de quelque chose qui me semble fondamental dans le chemin vers le calme. C'est la pratique de la gratitude. Non pas comme une injonction au bonheur, non pas comme une façon de nier la difficulté, mais comme un exercice d'attention. La gratitude, dans ce sens-là, c'est la capacité à diriger son attention vers ce qui est bon, vers ce qui est beau, vers ce qui nourrit. Et c'est une compétence, encore une fois, qui se développe par la pratique. Notre cerveau a ce que les neuroscientifiques appellent un biais de négativité. Il est naturellement plus attentif aux menaces, aux problèmes, aux difficultés qu'aux choses positives. C'est une adaptation évolutive. Remarquer le danger était plus important pour la survie que remarquer la beauté d'un coucher de soleil. Mais dans notre vie moderne, ce biais de négativité nous dessert souvent. Il nous fait voir les problèmes plus grands qu'ils ne sont. Il nous fait oublier tout ce qui va bien. Et il alimente notre réactivité. La pratique de la gratitude est une façon de rééquilibrer délibérément cette tendance. Pas pour ignorer les difficultés, mais pour s'assurer qu'on ne les laisse pas occuper tout l'espace. Quelque chose d'aussi simple que de noter chaque soir 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, 3 moments de la journée qui ont été bons, même petits, même modestes, a des effets mesurables sur le bien-être, sur l'humeur et sur la réactivité émotionnelle, parce que quand on s'entraîne à voir ce qui va bien, on devient progressivement moins centré sur ce qui menace. Et quand on est moins centré sur les menaces, on réagit moins, on est plus disponible pour la vie, pour les autres, pour soi-même. Voilà, nous approchons de la fin de ce voyage et avant de conclure, je voudrais te dire quelque chose de personnel. Dans ma propre vie, j'ai connu des périodes de grande réactivité,
Des périodes où je me laissais facilement emporter par les émotions, où je réagissais avant de réfléchir, où je souffrais de ma propre sensibilité, et ce chemin vers plus de calme, vers plus de présence, vers plus de liberté intérieure, je ne l'ai pas parcouru en lisant des livres ou en appliquant des techniques, je l'ai parcouru en vivant, en faisant des erreurs, en apprenant, en recommençant. Et ce que je veux te dire avec toute la sincérité dont je suis capable, c'est que ce chemin ne finit jamais vraiment. On ne arrive pas un jour à un état de calme parfait et permanent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie humaine. Mais ce qu'on peut atteindre progressivement avec de la pratique et de la bienveillance, c'est une relation différente à nos émotions, une capacité à les accueillir sans en être submergé, une aptitude à retrouver plus rapidement notre centre après avoir été secoué, une confiance croissante dans notre capacité à traverser ce qui vient. Et ça, c'est une forme de liberté, une liberté profonde, pas la liberté d'être à l'abri de la vie, mais la liberté d'être pleinement vivant dans la vie avec tout ce qu'elle apporte. Alors laisse-moi récapituler les points essentiels de ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Premièrement, la réactivité n'est pas un défaut de caractère, c'est une réponse. Elle a une logique, une histoire, une raison d'être. La comprendre est la première étape vers la liberté. Deuxièmement, nos réactions révèlent nos zones sensibles, nos blessures non cicatrisées, nos croyances profondes, et cette révélation est précieuse. Elle nous invite à nous connaître plus profondément. Troisièmement, la pleine conscience, la présence attentive, nous permet de nous souvenir que nous sommes le ciel, pas les nuages, que nous pouvons observer nos émotions sans en être prisonniers. Quatrièmement, la bienveillance envers soi-même n'est pas une faiblesse, c'est le fondement de toute transformation durable. On ne se change pas dans la honte, on se change dans la douceur. Cinquièmement, la pause consciente, cet espace entre le stimulus et la réponse, est le lieu de notre liberté. Et cet espace s'élargit avec la pratique. Sixièmement, le corps est un allié précieux. La respiration, le mouvement, l'ancrage dans les sensations physiques sont des outils concrets et puissants pour réguler notre système nerveux. Septièmement, nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. L'attachement peut évoluer, les schémas peuvent changer, la guérison est possible. Huitièmement, la gratitude et l'attention à ce qui est bon rééquilibre notre biais de négativité et diminue notre réactivité globale. Et neuvièmement, le calme n'est pas l'absence d'émotion. C'est une présence stable à soi-même qui permet de traverser les tempêtes sans se perdre. Je voudrais terminer avec une image que je trouve très belle. Imagine un lac de montagne. En surface, il peut y avoir des vagues, des remous, de l'agitation causée par le vent, mais en profondeur, à quelques mètres sous la surface, il y a un calme absolu. Une paix que rien ne perturbe. Les vagues de surface ne pénètrent pas jusqu'aux profondeurs. Nous sommes comme ce lac. En surface, il y aura toujours des vagues, des réactions, des émotions, des turbulences. C'est la vie, c'est ce qui nous rend vivants, sensibles, humains. Et si on apprend à habiter nos profondeurs, si on apprend à trouver et à cultiver ce calme profond qui est en nous, alors les vagues de surface ne nous emportent plus. Elles font partie du paysage. Elles ont leur beauté, mais elles ne définissent plus qui nous sommes. Ce calme profond, il est en toi. Il a toujours été en toi. Il a toujours été en toi, parfois recouvert, parfois inaccessible, parfois oublié, mais il est là. Et tout ce travail dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est simplement un chemin pour le retrouver, pour l'habiter plus souvent, plus profondément, plus naturellement. Tu mérites ce calme, tu mérites cette liberté, et tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Pas parfaitement, pas tout de suite, mais réellement, progressivement, avec patience et bienveillance. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce temps que tu as consacré à cette exploration, c'est un cadeau que tu t'es fait à toi-même. Et je t'en suis reconnaissant si ce contenu t'a été utile, si quelque chose a résonné en toi, si tu repars avec une idée, une image, une phrase,
qui peut t'accompagner dans les jours qui viennent. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que le calme, ça se partage. La sérénité, ça se transmet. Et ensemble, on peut contribuer à créer un peu plus de douceur dans ce monde qui en a tant besoin. Prends soin de toi, avec bienveillance, avec patience, avec cette petite flamme de conscience que tu portes en toi. On se retrouve dans le prochain épisode.